La violence, pour lui, c'était quelque chose qui était normal. Son leitmotiv, c'était de 7 à 77 ans, homme ou femme, je frappe. Je me disais, on a tout pour être heureux. On avait tout pour être heureux. Il n'y avait que ça, la violence qu'il avait. Je me disais, si on enlève ça, on est vraiment heureux. Je suis restée très très longtemps dans le déni, et quasiment jusqu'au bout de notre relation, parce que j'étais persuadée que tout ce qu'il faisait, en bien ou en mal, c'était pour mon bien. C'est un fléau qui remonte à la nuit des temps. Les violences conjugales entraînent la victime dans une spirale infernale. Dans ce film, 3 femmes ont accepté de se raconter et leur histoire particulière, qui fait écho à des milliers d'autres, ne concerne pas seulement les femmes, mais interroge la société tout entière. Émilie était fleuriste à Trouville. Elle avait son propre magasin. À 21 ans, elle rencontre celui qu'elle va appeler Pierre, qui a 20 ans de plus qu'elle. Les débuts, c'était magique. Magique. Le monde merveilleux, beaucoup d'amour. Moi, j'étais très jeune, donc il m'a apporté beaucoup d'assurance, beaucoup de stabilité. C'était l'homme qui arrivait, qui me portait, qui me soulevait, qui m'aidait. C'était super. Marie était sage-femme et écrivain. C'est au cours d'un récital de poésie qu'elle a rencontré celui qu'elle appellera HB. Mon éditeur m'avait dit, vous avez un fan là, bon, voilà, j'étais contente moi, et je l'ai vu apparaître, et c'est vrai que dès que je l'ai vu, il m'a plu. C'était un scientifique reconnu de haut niveau, un violoniste hors pair, un intellectuel, enfin pour moi il avait tout quoi. Donc évidemment je suis tombée amoureuse. Corinne était conseillère clientèle dans une banque. Elle se lie d'amitié avec un jeune marginal. Au fil des jours, l'amitié se transforme, un premier baiser est échangé, puis Corinne part en vacances à Villers avec une amie. Ma meilleure amie m'a dit, bon, écoute, t'as l'air vraiment amoureuse, tu vas le chercher. Donc j'ai planté tout le monde et j'ai fait 250 km, je suis allée le chercher et on a passé des super vacances, on a passé 15 jours absolument formidables. Au retour, comme il n'a nulle part où aller, il s'installe tout naturellement chez elle. Il était vraiment très attentionné, l'homme idéal, très prévenant envers moi, tout ce que j'avais pas eu. Le prince charmant, quoi, c'est ça. J'ai perdu mon autorité totale sur mon entreprise pendant ma grossesse. J'étais enceinte, pleine d'hormones. Voilà, j'ai signé un tas de papiers parce que je lui faisais mais totalement confiance. Et qu'à partir du moment où il me disait que c'était pour mon bien, je ne pouvais que le croire. Après mon accouchement, des choses ont commencé à changer. Et dans son attitude, il est devenu plus agressif, plus autoritaire. Et là, il commence à me dire que je ne suis pas une bonne mère, que je ne suis pas une bonne professionnelle. Et puis je commence à me remettre en question en me disant qu'effectivement, je suis peut-être pas une bonne professionnelle. Je suis peut-être pas une bonne maman parce que j'ai du mal à suivre. Et là, je commence à me dire, il y a un souci. Ça vient de moi. Ça vient pas de lui, ça vient de moi. Il a voulu 2 choses dans le premier mois d'amour fou. Un appartement à Paris même, et que j'arrête de travailler.
alors nous étions à Paris, mais nous allions tous les week-ends dans sa maison en Normandie. Et un soir, il refuse de rentrer. Donc je lui ai dit, écoute, moi je vais prendre ma voiture et puis je vais aller à la gare, je vais rentrer toute seule. Et alors là, il s'est mis vraiment en colère, commençant à m'insulter. Et bon, j'ai téléphoné à la clinique et je ne suis pas allée. Et j'ai démissionné dans la semaine qui a suivi. Donc là, j'ai cédé. Et puis, il a commencé à éloigner mes amis grâce à cette maison. C'est-à-dire que j'avais décidé, moi, de faire dans cette maison des rencontres à thème, des rencontres littéraires à thème. Mais très vite, j'ai vu que ça lui déplaisait, parce qu'il n'était pas maître à bord. C'était moi qui dirigeais ça. Et les premières scènes violentes et la première gifle, je l'ai eue dans cette maison, à cause de ça. Alors, très souvent, après ces scènes-là, je voulais partir. Mais il y avait 13 kilomètres pour aller à la gare. Donc, je partais avec un sac. Je claquais la porte, je disais, c'est fini, je prends le train, je vais à Lisieux, je prends le train, je reprends un travail terminé, voilà. Puis je faisais 1 kilomètre ou 2, quand arrivait le bois, je revenais en pleurant. Et là, il était extrêmement gentil, quoi. Puis il me dit, ah, ça te fait pleurer, toutes ces bêtises. Mais il faut pas faire de bêtises. Regarde, on est bien quand tu fais pas des bêtises. Peu de temps après, Marie et HB se marient et s'installent définitivement dans la maison de Normandie, un ancien pressoir isolé au milieu d'une dizaine d'hectares de champs en friche. J'avais un ami surtout à qui je confiais des choses et que je voyais régulièrement. Et en fait, il m'a interdit de le voir, tout simplement. Mais le nouveau compagnon de Corinne apprend qu'elle continue à voir son vieil ami. Et là, je suis rentrée et là, ça a été le pire de tout, quoi. Il m'a emmenée dans la chambre, il m'a jeté sur le lit, il a commencé à vouloir m'étrangler. Après, il m'a traînée dans la salle de bain, il m'a mis une douche froide. Enfin, voilà, quoi, des violences de ce style-là. Et puis après, moi, je suis restée prostrée dans la chambre. Lui, il est resté à s'alcooliser et à fumer avec les copains et autres et tout. Donc après, il venait dans la chambre au bout d'un moment parce que moi, j'essayais de dormir, mais évidemment, j'étais terrorisée. Je faisais celle qui dormait et je dormais pas. Et puis, comment ça se résolvait toujours ? Ça se résolvait par, voilà, on résout le problème sur l'oreiller, quoi. Voilà, donc voilà, ça se terminait toujours par un acte sexuel et tout. Mais en fait, ça me permettait aussi d'apaiser les choses. Pour Émilie, la violence reste psychologique. Elle n'en est pas moins insupportable. Les amis du couple finissent par s'éloigner. Certains tentent discrètement de la prévenir, en vain. J'avais très vite compris, moi, qu'il fallait que j'acquiesce, en fait. Parce que sinon, c'était invivable pour moi. Je passais des soirées à repasser, de 21h à minuit, 1h du matin. Je rangeais et j'arrivais le lendemain. Il avait pris sa pile de t-shirts et tout était par terre, éventré par terre. Et je n'avais plus qu'à recommencer. Ou alors je passais 2 heures en cuisine et puis poussais son assiette en me regardant droit dans les yeux, en me disant c'est dégueulasse ta merde. Il y a un moment, on ressent plus rien. On ressent plus rien. On dit rien. On dit surtout rien. Du coup, je lui obéis tout le temps pour essayer de faire bien, pour qu'il soit content et du coup plus doux. Et ça arrive. Parfois, il me dit que je suis belle. Et donc, ça fait beaucoup de bien. Et il m'emmène au restaurant. Et puis, le lendemain, c'est la dégringolade. Mais on a passé une excellente journée. Et c'est là où il arrive à me retenir, en fait. C'est que je me dis, non, au final, il est gentil et tout va bien. HB voulait transformer les 14 hectares de friche en parc grandiose, avec un arboretum, des centaines de rosiers, des plantes et des fleurs de toutes espèces. Pour Marie, le jardin devient tout à la fois sa joie, son refuge et son bagne. Peu à peu, elle devient une sorte de bête de somme. Ah oui, il m'a mise en esclavage, oui.
avec les choses qu'il voulait pour le jardin, des listes de choses qu'il fallait planter. Puis après, il me faisait des cadeaux. Alors des cadeaux, c'était des cadeaux, des choses qu'il voulait avoir lui dans son jardin, parce que c'était son jardin très vite, c'était pas le mien. C'était sa maison, c'était sa terre. Très vite, j'ai eu ce discours-là, très vite. Il m'a offert, une fois pour Noël, 3 camélias énormes. Mais j'avais personne pour les emporter. Il fallait que je les traîne dans la rivière, sur la pente. Je mettais 2 jours à les planter. C'est incroyable. La violence psychologique ou physique s'installe à des degrés différents pour chacune. Elle alterne avec des moments d'amour ou d'accalmie qui se font de plus en plus rares. Et pour Émilie, Marie et Corinne, les années passent dans l'effroyable monotonie du mal. Il y a une fois aussi où j'ai eu terriblement peur, c'est que on était tous les deux en voiture et puis on était dans des petits chemins de campagne et il s'est mis à rouler de plus en plus vite. Et il m'a regardé, il m'a dit « Ce serait marrant qu'on se tue là tous les deux ». J'ai pas répondu, moi je fixais la route. Et à un moment, il a accéléré vraiment fort. On devait être à plus de 120 km/h, mais vraiment sur des petites routes. Et là, il a détaché ma ceinture. Et je me suis dit, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, il faut absolument pas que je crie. Il attend que ça. Je voulais pas lui donner satisfaction. Sauf qu'à un moment, je me suis mise à hurler parce qu'effectivement, j'étais terrifiée. Et là, il a freiné. Il m'a regardé en riant. Il avait obtenu ce qu'il voulait. J'avais peur de ses colères. Voilà. En fait, j'avais peur de ses colères parce que je ne savais jamais jusqu'où ça allait aller. Voilà. Et donc, il mettait la chaîne stéréo à fond quand les violences se préparaient. C'est-à-dire, on était à table, c'était toujours à table. On avait la musique. Et d'un seul coup, il se levait, comme ça, et il mettait la chaîne stéréo à fond. Il revenait, et là, on savait, les chiens et moi, on savait que ça allait commencer. Donc, j'ai fini par haïr la musique, oui, avec lui. Et à l'extérieur, la violence se préparait. Alors, on mangeait dehors, il était insensible au froid, donc on mangeait dehors midi et soir, l'été, quel que soit le temps. Et l'hiver, le midi, quel que soit le temps. Et la violence apparaissait là, il commençait à se balancer sur sa chaise. Donc il se balançait sur sa chaise, et là, ça partait sur n'importe quoi, C'était de la violence verbale, très humiliante. Il attaquait beaucoup ma féminité, il y a des mots que je ne peux plus prononcer. Et je voyais quand ça allait tomber. À chaque fois, j'ai vu quand petit à petit, ça allait crescendo, crescendo, crescendo. C'était toujours souvent des gestes d'étranglement, en fait. Et une fois, j'ai cru vraiment que j'allais plus respirer. Et en fait, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans un état d'abandon, en fait, où vous vous dites, bah tant pis, c'est pas grave, ça s'arrête. C'est au cours d'un repas de Noël où Pierre boit un peu trop et se montre sous son vrai jour devant toute la famille qu'Émilie prend conscience que ce qu'elle vit est inacceptable. Je me suis levée de table, je suis descendue au garage en sous-sol pour souffler un peu et pour pleurer parce que j'en pouvais plus. Et ma belle-sœur m'a suivie. Et là, elle me dit « Mais Émilie, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et je l'ai regardée en pleurant et je lui ai dit « J'en peux plus. J'en peux plus ». J'ai commencé uniquement à ce moment-là à comprendre que ce n'était pas normal, que notre relation n'était pas normale et qu'il était violent. Voilà, ça a vraiment été ce Noël, ce moment-là, le déclic, où j'ai dit « Il faut que ça change. C'est plus possible ». Je l'ai entendu dire une fois que, bah oui, ma femme, vous comprenez, alors il était tout gentil, hein, vous comprenez, c'est dommage, mais elle n'a plus du tout d'amis, elle devient un peu folle avec son jardin. Je sais pas, je me demande, un jour elle va partir sans doute. Enfin voilà, il enrobait ça,
Là, je me suis dit, il est en train de préparer ce truc-là. J'ai écrit une lettre au maire de notre commune en disant que si je me suicidais ou si je disparaissais, il faudrait qu'il y ait une enquête approfondie parce que j'étais menacée de mort par mon mari tous les jours. Et il me menaçait de mort, effectivement. Très souvent, il me menaçait de mort. Il faisait ça comme ça, il me dit, tu vois ? Donc, mais pour que ça fonctionne, il fallait qu'il le sache, que le maire était au courant. Je lui ai dit à un moment, il allait à Paris tous les jours, donc il avait un train à prendre. Donc je sais qu'il ne va pas avoir le temps de discuter. Et je lui ai dit, j'ai écrit une lettre au maire et je lui ai dit ce que j'avais mis dans la lettre. Ah, il était stupéfait. Stupéfait. Et il m'a simplement... Ah, j'ai vu son air. Il m'a simplement dit, salope, salope. Un 31 décembre, et il m'a tapé tellement fort qu'il m'a cassé le nez. Je suis allée dans la salle de bain pour me mettre un pansement, et juste avant, ce que j'ai fait, j'ai pris mon appareil photo et j'ai fait une photo. C'est la première fois que j'ai fait une photo de moi. Parce que c'est vraiment la première fois où il s'en prenait à mon visage, vraiment. Je l'ai envoyé à une de mes meilleures amies. Je lui ai dit, tu le gardes tout le temps. Tu gardes cette photo. Et je l'ai effacée de mon téléphone, parce qu'il surveillait aussi mon téléphone. Marie obtient de faire visiter son jardin, devenu magnifique et remarqué par des revues spécialisées. D'abord flattée, HB en prend très vite ombrage. Mais pendant les rares visites autorisées, elle s'est faite une amie, une journaliste qui habite non loin. On faisait des échanges de plantes et à la barrière, et quand il était parti. Et un jour, elle arrive, et moi, je savais qu'il allait rentrer. Je lui demande de partir. Je lui dis, elle me dit, écoutez, c'est pas possible, ça. Vous n'avez pas le droit de montrer votre jardin, on n'a pas le droit d'en parler, je peux pas être là. Et là, je me suis mise dans un état de détresse fou, quoi. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit, partez, partez, je vous en supplie, partez. Et là, elle m'a parlé du CIDFF. Et le lendemain matin, j'y suis allée. Il arrive un moment où l'on décide enfin d'échapper à la violence. Pour cela, il faut trouver de l'aide. Le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, une association agréée par l'État et implantée dans toute la France, est un des points d'appui pour organiser son propre sauvetage. Dans le Calvados, c'est dans le quartier sensible de Lisieux que ces locaux sont installés. Ce que je retiens dans toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est leur énergie, c'est leur force. Je suis épatée, éblouie par leur énergie et leur force. Je ne pourrais pas, moi, à titre personnel, de supporter ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivent encore. Pas une heure, pas une demi-heure, pas une minute. C'est insupportable. Et pourtant, elles sont là, elles sont toujours debout. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais pas la même que quand je suis entrée. Il y avait des pans entiers de mon cerveau qui se sont... Ah, excusez-moi, c'est pareil. Il y avait des pans entiers de mon cerveau qui s'étaient relevés. Je pensais plus pareil. En fait, parce que elle m'a dit d'emblée, elle m'a dit, je vais vous le décrire. Et elle me l'a décrit. C'est ça qui m'a complètement... ça m'a fait un tel choc, parce qu'elle me l'a décrit, vraiment. Les périodes d'accalmie, même les mots employés, les mensonges, les ordres contradictoires, le langage paradoxal, la domination absolue. Ah, elle m'a tout dit. On se présente, alors on commence par qui? Il y a 20 ans, les femmes qui venaient au CIDFF ont dit à Nathalie « Mais moi, j'aimerais bien rencontrer les autres femmes qui viennent ici. » C'est ainsi qu'est né le groupe de parole. J'ai porté plainte contre le papa de ma petite dernière qui a 15 ans aujourd'hui pour coups et menaces de mort avec armes. Victime donc de violences physiques et morales, également atteinte sur un enfant
Un mineur de moins de 15 ans, donc mon fils, battu également. Voilà, je précise que ce monsieur était policier. Ça a duré une vingtaine d'années. J'ai 4 enfants. J'ai porté plainte contre un avocat parce qu'il a abusé de moi sexuellement. Quand elles viennent là, elles sont émues, elles ne peuvent pas parler, elles ont tellement peur et mal au ventre, mais on leur apprend à mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Ça, c'est fondamental. C'est important de savoir pourquoi il a fait ça. Ou pourquoi il fait ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On revient dans la réalité rapidement. On se prend pour la fautive alors que non. Et ça, on le comprend au fil du temps. On se prend Elle pour la commence par la fautive. soumission. On se prend pour la fautive ou on espère toujours pouvoir le changer. Alors, les deux cas de figure. On pense à se protéger, mais non. On est toujours dans la gueule du loup. Moi, ma volonté, c'était de pouvoir animer ces groupes de parole avec un homme et une femme, 2 animateurs de formations différentes. Les violences conjugales, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire qui concerne les 2 sexes. Et il est important de réhabiliter le statut de l'homme pour les femmes. Donc, elles s'habituent à voir un homme dans le groupe de parole et un homme qui n'a pas de comportement violent et avec qui on peut être en désaccord et trouver un point d'entente. Bon, on dit toujours avec Nathalie qu'on n'est ni des marieurs ni des divorceurs. On est là pour essayer que les gens aillent mieux. On est là pour aider les gens à ne pas se laisser dominer par l'autre, à être capable de dire ce que l'on souhaite. Et pour vous, quelle est la violence la plus destructrice? Psychologique. Psychologique. Oui. J'ai vécu les deux, moi, depuis mon enfance. Et franchement, psychologiquement, c'est le pire. L'effet psychologique, c'est quelque chose d'énorme. Je crois qu'il n'y a même pas de qualificatif tellement c'est pourri. C'est pourri. Tu perds confiance en toi. Absolument. Un coup, c'est pas pareil. T'as mal sur le coup, c'est vrai. Tu souffres, C'est ça. t'es pas bien. Mais tu sais pourquoi t'as souffert. ça. Je veux dire, que psychologiquement, ça te marque. Moi, je sais que la nuit, ça me hante encore. Je le montre pas. J'essaye de pas le montrer la journée. J'essaye de faire croire que je vais bien pour pas me faire paraître pour une folle, justement. Mais psychologiquement, ouais, c'est... Vous faire traiter... moi, me faire traiter de pute, de chienne, de salope, je crois que, franchement, dans toute ma vie, même si mes parents n'ont jamais été tendres avec moi, franchement, j'aurais préféré vivre encore ce que mes parents m'ont fait subir que ce que j'ai vécu là. Pratiquement toutes ces femmes qui ont subi des violences de leurs conjoints ont subi aussi des violences dans leur enfance. Soit qu'elles ont été victimes de violences physiques ou psychologiques, ou de rejet, de désamour, de manque de sécurité de la part ou du père, ou de la mère, ou des deux, ou elles ont été témoins des violences entre les parents. C'est après une scène ultime, un pic de violence, que la plupart des femmes arrivent à faire le premier pas, douloureux, vers la liberté. Je décide de rentrer plus tard. Je vais boire un verre avec une amie et en rentrant, je ne peux pas rentrer. C'est-à-dire que je ne peux pas insérer ma clé dans la serrure. Il m'a laissé patienter derrière la porte une bonne vingtaine de minutes. Jusqu'au moment où je l'entends de l'extérieur, je l'ai entendu se lever avec ce pas, mais lourd, et descendre les escaliers. Et là, j'ai été, j'ai eu le souffle coupé et j'ai décidé de partir en courant. Il m'a fait terriblement peur. Et je pars en courant, je le sens dans mon dos me rattraper. Et c'était une soirée d'été, les voisins étaient dehors et je me mets à hurler. Je me mets à hurler. Pierre me plaque contre la voiture et m'empêche de monter dans la voiture, m'empêche de me sauver. Et les voisins interviennent. J'en ai profité pour monter rapidement dans ma voiture. Je suis repartie à Deauville. Et là, je suis arrivée au commissariat et on me dit oui, c'est une dispute avec votre conjoint. Enfin, j'ai vu qu'on ne me prenait pas au sérieux. Et là, je suis tombée sur une femme
Et elle m'a dit fermement, mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous faites l'autruche, mais sortez la tête de terre et vous attendez quoi ? Qu'il vous frappe, qu'il vous tue, mais protégez votre enfant. Et là, on a commencé à avoir une vraie discussion, toutes les deux. C'était une discussion de femmes, quoi. Voilà, une discussion d'adultes, une discussion de femmes. C'était très simple. Elle a insisté pour que je dépose plainte. Je n'ai toujours pas accepté à ce moment-là. J'ai été tétanisée, perdue, et j'ai dormi C'est la première nuit où j'ai dormi dans ma voiture. Lorsqu'une victime pousse la porte de l'hôtel de police de Caen, elle peut rencontrer un policier qui prendra sa plainte ou sa main courante. Et tout en haut, dans un petit couloir encombré de jouets pour les enfants maltraités, il y a une unité spéciale qui traite tous les dossiers concernant les violences intrafamiliales. Elle fournit une photo de marque de strangulation qu'elle avait au niveau du cou, on voit les rougeurs. Elle explique qu'elle avait reçu des coups à la tête, au bras, elle n'avait pas vu de médecin, elle n'avait pas souhaité en voir. Bon, écoute. Stani Mauger dirige l'équipe qui s'occupe des violences conjugales. Nous, notre travail, c'est essentiellement l'investigation, donc l'enquête. C'est pas pour remettre du tout en cause les déclarations qu'une personne va faire lorsqu'elle se présente dans un commissariat pour dire j'ai été frappé par mon mari ou par mon concubin ou je suis harcelé par mon ex-concubin, mais c'est que voilà, pour aboutir à une réponse pénale, il nous faut forcément plus d'éléments que uniquement les déclarations d'une plaignante. On suit toutes les déclarations de violence conjugale, que ça soit sous la forme d'une main courante, parce que alors, certaines femmes ou certains hommes ne veulent pas déposer plainte. Hein. Ils estiment que c'est quelque chose de trop lourd à gérer. Et donc, il y a la possibilité de déposer une main courante. La crainte de tout enquêteur, c'est que la situation tourne à la catastrophe. Oui, bonjour. Vous deviez venir à 14h30 avec madame. Ah, 15h, vous serez là à 15h. Eh ben, pas de souci. Par contre, j'arrive pas à rentrer en contact avec elle, c'est normal? Non, dit. Très bien, je vous attends. À tout à l'heure. Toute la difficulté, c'est d'arriver à protéger les femmes victimes de violences, même si elles minimisent ou retirent leur plainte, souvent sous la pression du conjoint. Alors en fait, elle dit comme je voulais pas me retrouver à la rue, j'ai inventé un peu cette histoire. Bon, en fait, moi, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. J'y crois pas du tout. En fait, elle est revenue avec lui. Parce ils sont mariés, non? Ou ils étaient juste... Non, ils sont concubins. Ils sont concubins, mais ils sont revenus ensemble. C'est ça, ils étaient séparés. Elle dépose plainte pendant la séparation et là, ils se remettent en couple. Et comme par hasard, elle a menti. C'est encore plus compliqué que ça. C'est parce qu'en fait, elle est retournée chez sa sœur, mais que sa sœur l'a remis dehors. Elle avait un certificat médical sur la plainte initiale ou pas? Ouais. Alors elle me dit pareil. Combien de jours d'ITT? 3 jours, mais elle me dit que tout ça c'était faux en fait. Elle m'a dit comme lui, donc on voit bien qu'ils se sont entendus. Elle me dit qu'elle est tombée, due à l'alcool, elle est tombée par terre. Ouais. Non, mais leurs déclarations sont raccords, mais d'un autre côté, ils reviennent ils ont eu le temps de se caler ensemble. Donc ouais. Mais bon, voilà. Après, je vais voir avec le procureur, mais je pense que monsieur, c'est pas la première fois. Donc, Mieux écouter, persuader une victime de porter plainte. Ce jour-là, au commissariat, les policiers sont en formation avec Nathalie Perrin-Gérard. Est-ce que vous avez rencontré d'autres situations où c'était difficile? Nous qui intervenons en premier secours, donc on nous appelle, elles ont vraiment besoin de nous, on arrive, on fait les choses. On arrive souvent à évincer monsieur, mais on n'a pas d'autre pouvoir. Madame venait déposer plainte, on l'accompagne, on l'emmène, il n'y a pas de souci, mais nous on n'a pas la suite en fait. Et du coup, il y a des fois où elle se retrouve en disant je peux pas le faire, j'ai pas de logement, j'ai pas d'issue, j'ai rien. Et on se dit mince, elle est à la limite de franchir ce pas en fait. Et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de suite à lui proposer. Mais d'où la nécessité de prononcer des évictions. L'éviction des auteurs. C'est temporaire, il revient le lendemain, elle lui rouvre la porte et c'est reparti pour un tour, quoi. Donc elles se mettent en retrait alors qu'elles sont à 2 doigts de franchir justement ce cap, quoi. Si on avait des logements d'urgence où on pouvait les installer, je pense que finalement elles le feraient, quoi. Quel est l'intérêt de la plainte? C'est-à-dire que pour amener la victime à déposer plainte, il faut qu'il y ait un intérêt. Alors vous allez me dire, peut-être que je me trompe, mais moi quand j'amène une victime à déposer plainte, je lui dis bah oui, mais effectivement, il peut y avoir des interdictions ou des obligations qui peuvent être imposées. Donc le danger... La victime, elle vous dit, moi, je ne veux pas qu'il soit au courant.
Je veux pas déposer plainte parce que j'ai peur, j'ai rien, je suis toute seule. Rien ne vous empêche de faire un signalement au parquet? Cette formation, moi, ça m'a apporté 2 choses, vraiment. C'est sur l'approche des victimes, ne pas se fier à son attitude. Une victime peut avoir une attitude détachée, alors qu'en fait, elle est en plein dedans. Et moi, ça m'a aussi permis de comprendre que finalement, on est un maillon de toute la prise en charge de la victime. Alors, un maillon important, mais le maillon judiciaire, à lui seul, ne suffit pas. Après, nous, c'est vrai qu'on a cette chance à Caen aussi, d'avoir justement Monique Fier-de-Hesch, l'assistante sociale. Donc déjà, pour les victimes, elles se présentent à l'hôtel de police de Caen, elles ont la possibilité d'avoir cette double prise en charge. Moi, je viens vous voir parce que j'aimerais bien déménager, en fait. Parce qu'on vit trop près l'un de l'autre et il vient tout le temps devant chez moi, il vient sonner. C'est des menaces physiques, il me crache dessus, il m'insulte. Enfin, oui, il me menace de mort aussi. C'est pour ça que, du coup, je vais porter plainte parce que, faut que ça cesse, quoi. Vous savez, une personne, déjà, vous l'écoutez, vous voyez, vous l'écoutez, vous êtes attentive à cette personne, hein, vous la croyez, enfin voilà, vous ne la jugez pas. Et ça, c'est très important. Je ne laisse pas une personne comme ça, dans l'urgence, sans aide. Il y a toujours une solution, en fait. Hein. Moi, je vous propose d'appeler la maison d'habitat. Ouais. Hein, vous êtes d'accord? Oui, d'accord, oui. Alors si j'ai un message à faire passer aux victimes qui hésiteraient à dénoncer les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, hein, c'est de ne pas avoir peur de franchir le pas d'un commissariat. Il ne faut pas qu'elles se disent qu'elles ne seront pas crues, qu'elles ne seront pas écoutées. Elles seront crues, écoutées, mais il faut qu'elles aient bien conscience que plus elles apporteront des éléments qui permettent d'étayer et d'affirmer en tout cas leurs accusations, plus ça nous aidera en tout cas à aboutir à une réponse pénale. Pour avoir une preuve des violences qu'on a subies, on doit les faire constater par un médecin. Certaines violences ne laissent que peu ou pas de traces. Mais, à l'hôpital de Caen, il existe une unité médico-judiciaire spécialisée pour ce genre de constat. Alors, une unité médico-judiciaire, c'est un lieu un peu à part dans le monde hospitalier, qui est là en gros pour accueillir les victimes et qui rend service à la fois aux victimes, mais également à la justice. En fait, notre rôle, c'est d'éclairer la justice pour lui dire voilà ce qui est arrivé à une victime et d'en apporter, si possible, des preuves d'un point de vue médical. L'unité est composée d'une équipe de médecins cliniciens, mais aussi de psychologues qui accompagnent les victimes. Il y a d'abord les lésions d'ordre psychologique, le harcèlement moral, la pression financière, la menace sur le retrait des enfants, autant de choses qui ne se voient pas sur le corps. Et donc on est très attentif à cette dimension psychologique. Et ensuite, dans les lésions physiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des lésions de temps en temps que ces femmes ont tendance à banaliser. Elles disent « Ah bah il m'a juste poussé, je me suis juste cogné ». Donc il y a une forme de banalisation de l'hématome, de la bosse, comme on dit, de la lésion. Et donc ça, il faut apprendre à ne pas la banaliser. Et puis bien sûr, après, ça monte crescendo. On voit des femmes qui ont des fractures, des femmes qui ont reçu des coups de couteau, des femmes qui ont reçu des coups portés au visage avec des objets contendants. Tout ça, on va le traduire en des mots. On va traduire l'histoire de la patiente en des mots. Et ça nous va permettre d'être quelque part le passeur, le témoin entre la patiente et la justice. C'est un peu ça la médecine légale. Arrive une des périodes les plus dangereuses, celle où le conjoint est violent sans que sa femme va lui échapper. L'idéal serait de partir tout de suite, avant que la violence ne se déchaîne. Un jour, d'un seul coup, il ouvre la porte, il arrive dans la chambre, il ouvre la porte et il me demande les balles du fusil. Je lui dis, écoute, j'en sais rien, moi je ne me sers jamais du fusil, je ne sais pas, peut-être tu les... Alors là, il se met dans une colère terrible, il commence à attraper le bureau, à renverser le bureau, à prendre la chaise, à jeter la chaise vers la fenêtre. Et je lui dis, je vais en faire autant avec ta chaîne stéréo. Et je m'avance dans le couloir. Et donc là, il me pousse d'abord une première fois. Donc je ne tombe pas, mais presque tombée. Il me rattrape à la porte de la cuisine, il me soulève et il me jette sur les appareils ménagers. Il était assis, accroupi à côté de moi. Et il m'a dit, j'ai pas besoin du fusil pour te tuer, je te tue avec ça. Il m'a montré ses poings, il a commencé, comme il faisait souvent, à lancer son poing tout près de mon nez.
Et quand il me dit ça, je lui dis, tu iras en prison. Et il me dit, pas sûr. Pas sûr, puis en souriant, pas sûr. Et le lendemain matin, je pouvais marcher difficilement, j'ai mis des coussins dans ma voiture, et je suis allée voir un médecin qui m'a cru tout de suite et qui m'a mis 10 jours d'ITT. Je suis allée à la gendarmerie de Cambremer, et le gendarme me dit, alors je lui demande ce qui va se passer, parce que j'ai quand même énormément peur des représailles. Parce que moi, je m'imagine toujours rentrer chez moi à ce moment-là. Même à ce moment-là, je n'imagine pas partir. Et il me dit, ben écoutez, on va le convoquer, on va... Je dis, ben, il va nier, ça c'est sûr, je sais qu'il va nier. Ah, il me dit, vous inquiétez pas, on va le mettre en garde à vue, et en général, ils avouent en garde à vue. Alors je lui dis, écoutez, moi je crois que vous ne le mettrez pas en garde à vue et qu'il n'avouera pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut un sérieux motif, et surtout des preuves, pour qu'un procureur ordonne de prolonger une garde à vue. Mais alors, comment faire pour protéger une victime de son propre conjoint? Je vais vous demander une signature sur votre garde à vue. Donc, fin de garde à vue, 16h40 pour monsieur. Et COPJ, décision pour le 21 janvier 2021 à 8h30. Je vais vous remettre une copie pour vous. Tenez, récupérez vos affaires. Tout remis dedans, le téléphone. Quand on met quelqu'un en garde à vue et que le magistrat décide de le libérer, en parallèle peuvent être prises des mesures aussi pour protéger la victime et la mettre à l'écart pour éviter d'éventuelles représailles, soit du mis en cause, soit de ses proches. Donc dans ces cas-là, ça peut être un placement en foyer d'urgence, un hébergement d'urgence, qui est une solution. Mais c'est pas toujours normal que ce soit à la femme battue de partir. C'est la méthode, en tout cas, la plus pratique, on va dire, et la plus immédiate pour protéger les victimes. Où aller quand on n'a plus ni argent, ni travail, ni famille pour vous accueillir? À Caen, l'association Itinéraire a ouvert un foyer d'urgence dédié aux femmes victimes de violences ainsi qu'à leurs enfants. Le problème? Pour l'instant, l'association n'a que 7 places pour tout le Calvados. Pour moi, un foyer, c'est fait pour... C'était un endroit où on n'est pas en sécurité, où il y a différents profils, on ne sait pas avec qui on va être. Mais quand je suis venue, j'étais agréablement surprise par le cadre où je suis, par le professionnel qui m'ont entourée, qui m'ont accueilli, qui m'ont rassurée. Ils savent très bien c'est quoi la souffrance qui pousse une femme à partir de chez elle avec un bébé dans les bras. Ils ont su me rassurer et ils font un énorme travail. Les femmes qui arrivent ici ont vraiment besoin d'une protection. Alors ça, on le ressent, vraiment on le ressent, mais pour autant, en plus, ça s'est justifié dans de nombreuses situations où on a été témoin de menaces de mort devant le foyer. On est témoin d'hommes qui se montrent particulièrement agressifs, en colère, qui interrogent les autres résidentes quand elles quittent la structure. Mais après, il faut comprendre que quitter un conjoint violent, c'est pas uniquement quitter la violence, c'est aussi quitter un conjoint. Ça veut dire c'est quitter une maison, quitter des habitudes, un repère, de la sécurité aussi quelque part. Et quitter aussi un conjoint violent, ça peut être aussi parfois quitter le père de ses enfants, avec tout ce que ça implique en tant que mère en termes de culpabilité. C'est-à-dire que la femme, elle peut nous dire à tout moment, je retourne avec le conjoint violent. Et c'est cette ambivalence-là aussi qu'on doit accompagner, parce que accompagner le retour, c'est aussi lui ouvrir des portes pour plus tard. Le foyer n'est pas seulement un abri où l'on va dans l'urgence. C'est aussi un lieu de reconstruction. Le dernier soir qu'il s'en est pris à mon dernier, il a fait manger de la harissa. Et là, je me suis dit, c'est la dernière fois que tu feras du mal à mes enfants. Le lendemain, je suis partie, je l'ai emmené travailler, je suis pas revenue. J'ai tout quitté. Je suis partie sans lui dire. J'ai fait le 115, ma soeur m'a recueillie. Et après, je suis arrivée ici pour me rapprocher de ma fille, donc au foyer. Ce qui m'a vachement sauvée d'ailleurs. Parce que c'est grâce au foyer si je suis plus sous l'emprise de monsieur. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce passage ici, je pense qu'il aurait encore de l'emprise sur moi.
Quand on est victime de violence, on a peur. Hein. On dit rien. Hein. Oh bah non. Et puis souvent, on est amoureux d'eux, hein, donc on les aime. Donc on préfère subir que de les quitter. Moi-même, j'explique pas comment on peut aimer aussi fort quelqu'un qui nous fait autant de mal. Ça, c'est une question qui va rester sans réponse en fin de compte, parce que on n'en sait rien. On sait pas. On sait pas. La violence au sein du couple, c'est comme une maison qui prend feu. Il faut accepter de tout perdre et fuir sans s'attarder. Le sauf qui peut n'est pas une défaite, mais le courage de choisir la vie. J'ai d'abord été très soutenue par ma famille proche, par mes frères et mes parents. Et ça m'a donné beaucoup de force. Beaucoup de force pour le regarder dans les yeux et arriver à lui dire « j'en peux plus, je veux te quitter ». Et là, il m'a regardé, il m'a dit « mais tu sais ce que ça va représenter ?» Oui. Je lui ai dit « oui, je sais, je vais tout perdre ». Je décide d'aller à la mairie de Trouville, voir le directeur général des services, un homme que je connais, et il me dit « on va te soutenir, on va t'aider. On va te trouver un logement. Si tu peux pas attendre 2-3 jours, tu me le dis et on te trouvera un hôtel. » Enfin, là, la mairie, pour moi, pour le coup, m'a ouvert les portes, mais ils m'ont soutenu, c'était formidable. Voilà Émilie à l'abri. Quant à Marie, elle déménage, reprend son métier de sage-femme, mais s'installe dans une petite maison qui surplombe celle qu'elle vient de quitter. Parfois, elle regrette son départ. Il lui semble encore aimer HB. J'ai été guérie du syndrome de Stockholm quand j'ai vu ma suivante arriver. Je l'ai vue arriver. Une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui. Hein. Je la voyais sur la terrasse. Donc, j'ai acheté des jumelles. Quand j'avais dit ça au groupe de parole, tout le monde avait ri, mais Nathalie, elle riait pas. Hein. Nathalie me voyait très mal partie à cette époque-là. Et en fait, cette femme, au fil des mois, je l'ai vue s'affaisser, mais littéralement s'affaisser. Quand je l'ai vue manger sur la terrasse avec lui, en février, sous le parasol. Et elle allait, venait, elle ramenait les plats, et lui se balançait sur sa chaise. J'ai cru voir le mal absolu, le diable en personne, je vous assure. En fait, ça a été plus terrible pour moi de voir reproduire sur quelqu'un d'autre ce que j'avais vécu. Et je me disais, moi j'ai supporté, mais elle ne supportera pas. Et je l'ai prévenue. Plus je me rebellais, plus la violence augmentait. Un soir, il me dit « Viens me chercher à Trouville ». Non, je ne viens pas te chercher. Bon, bah d'accord, je rentre avec le bus vert. Et dans le bus, il me faisait des SMS. Je suis à tel endroit, j'arrive bientôt et tout. Puis je sais pas, je le sentais pas. Mon sac de voyage qui était dans la salle de bain, je l'ai mis dans ma voiture. Je t'entends taper à la porte. Je lui dis oui, attends, j'arrive, j'ouvre. Oh, j'ouvre. Il me dit, il est rentré là-dedans, il me dit, t'as mes clopes, t'as mes bières? Je lui dis, bah non, j'ai dit, t'avais de l'argent, tu pouvais te prendre des clopes et de la bière, quoi. Ah bah là, ça y est, il m'a tiré par les cheveux, il m'a tapé contre le mur, il m'a tapé contre le bar. J'avais la tête éclatée et tout. Et là, je me suis dit, il faut que je parte, sinon je meurs. Et c'est là où il me dit non, tu partiras pas, tu repartiras pas vivante de cet appartement, il m'a dit. Et à force de lui dire tellement l'attrait d'avoir soif et de vouloir de la bière et de l'alcool et tout, il me jette un billet de 20, il me dit, vas-y. Il ouvre le verrou, je me sauve, et au lieu d'aller au café, j'ouvre ma voiture et je pars à Villers. Je suis allée à la gendarmerie de Villers. Et là, j'ai porté plainte. Tout au bout de la chaîne vient la réponse de la justice. Si le Grenelle contre les violences conjugales en 2019
n'a pas changé grand-chose pour l'instant, il a donné un nouvel élan à la prise en compte de ce type de violence. Alors, les violences conjugales, les violences intrafamiliales plus généralement, c'est une préoccupation qui est montée en puissance. Donc la société, je dirais dans son ensemble, prend en compte un peu plus et un peu mieux, depuis quand même maintenant, oui, je dirais 15 ans, 12-15 ans, cette préoccupation-là. Et du coup, la justice aussi, puisque c'est quand même le reflet de ce que peut tolérer ou non le corps social, à la fois dans les textes qui sont pris et dans la manière de les appliquer. Quand une plainte est traitée et arrive sur le bureau du procureur, il faut que le dossier soit probant. La violence subie est le plus souvent estimée en nombre de jours d'ITT, c'est-à-dire d'incapacité temporaire de travail. Notre grande difficulté de médecin, c'est à la fois de répondre à la demande de la justice, de dire qu'il faut quantifier cette ITT, mais tout en disant que, par exemple, une ITT de 2 jours ou 3 jours qui, en apparence, n'est pas très important, parce que si on vous dit la personne était gênée pendant 2-3 jours, on va vous dire oh, globalement, c'est pas très important, elle avait un peu mal à la cuisse. Derrière, en fait, les violences peuvent être énormes. Le très bel exemple, c'est la tentative de strangulation. La femme me dit « Ah, il m'a apposé les mains sur le cou, et il a voulu m'étrangler, et il fait ça à différentes reprises. » Et donc là, en termes d'ITT pur, ben vous allez mettre 0 jours ou quelques jours d'un point de vue du traumatisme psychologique, alors que le geste, vous en conviendrez, est dramatiquement inquiétant, voire même, et peut-être le prémisse, d'une récidive de l'agresseur violent qui un jour va entraîner la mort de la personne. 2 jours d'ITT, moi, ça me suffit. Je mesure pas l'aune de l'efficacité de l'enquête et de la possibilité de porter ou non un dossier devant le tribunal au nombre de jours d'incapacité de travail que va me chiffrer le légiste. Non, de toute façon, c'est un délit de violenter un conjoint. Quand le procureur a fait sa réquisition, à la fin, quand il a dit, voilà, je demande 12 mois de prison ferme et 4 000 € de dommages et intérêts, c'est ce qu'on avait demandé avec Nathalie. Donc il confirme cette demande. Et bien là, en fait, moi, ça m'a fait... je suis désolée, ça va faire de l'émotion, mais ça m'a fait... ça m'a soulagée. Parce que j'étais, même avant que la décision soit prise par les juges, j'étais reconnue comme coupable. Comme... pas coupable, excusez-moi, justement, lapsus, comme victime. Voilà. Et voilà, c'était fait. Le fait d'être reconnue comme victime, même s'il n'y avait pas encore le délibéré, j'étais reconnue de ce que j'étais, une victime. Le divorce a duré 3 ans. Moi, je l'accusais de violence conjugale. Lui, il niait tout, toute violence, vraiment. Et la juge, il n'y avait pas de preuves, donc elle n'a pas pu le condamner. Voilà, il n'y a pas de preuves. Enfin, il n'a pas été condamné au civil, mais j'ai un jugement de divorce attestant que j'ai été victime de violence conjugale, j'ai été victime de séquestration, que mon jardin a été détruit. Voilà, tout ça, c'est dans mon jugement de divorce. Mais il n'y a rien eu. Il aurait fallu que ça passe au pénal, je pense. Et il n'y avait pas de quoi. Surtout qu'à l'époque, les violences psychologiques n'étaient pas reconnues. Un jour, j'ai eu un appel du gendarme me demandant si Pierre venait m'embêter, etc. Je lui ai répondu que non, mais qu'il y avait toujours cette manipulation. Enfin, il y a toujours cette manipulation psychologique, c'est-à-dire même par mail, par téléphone, et que comme il venait pas physiquement, ce serait certainement une affaire classée sans suite. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc ça a été classé sans suite. Il a été jugé à 18 mois de prison, mais 6 mois ferme seulement. Donc il est libre. Sous contrôle judiciaire, mais il est libre. La justice a rendu sa sentence. Mais il semble que la menace soit sans fin. Après la parution de son livre autobiographique « Cris dans un jardin », Marie reçoit des messages sur Facebook. Très vite, elle décèle l'identité de ce nouvel ami qui veut la rencontrer. J'ai su que c'était lui. Il me dit « Je pense que tu sais qui je suis.
J'étais sur mon ordinateur, j'ai eu les poils qui se sont dressés. J'ai su que c'était lui-là. Et là, il me dit, je suis content que tu aies écrit un livre sur moi. Et il continue, je n'ai jamais aimé que toi, me fait des grandes déclarations d'amour. Reviens, je n'ai jamais aimé que toi, voilà. Je ne t'en veux pas d'avoir écrit des choses sur moi, je te pardonne, en lettres majuscules, il me pardonne. Il n'y a que la fuite, hein. Contre des gens comme ça, vous ne pouvez que fuir. Je me promenais dans le village, je voyais un type avec une casquette, parce qu'il avait tout le temps une casquette et tout, j'avais peur. Il m'avait dit, je te retrouverai, je te tomberai dessus, tu t'y attendras pas, peut-être des années après. Au 31 décembre 2019, là, je reçois un SMS. Ne vous inquiétez pas, madame, vous paierez. On vous fera payer. Les papiers qu'elle avait signés les yeux fermés ont dépossédé Émilie de son magasin au profit de son ex-compagnon. Adieu les fleurs. Elle a tourné la page et pris le premier travail venu. Je suis femme de ménage. Je suis femme de ménage, mais en même temps, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, parce que je me suis reconstruite. On a l'impression que le bout du tunnel, qu'il n'y aura jamais de fin, et il y a une fin, il y a une vraie fin, qui est encore plus belle que ce qui se passait avant, parce qu'on a plus d'expérience.